Bonjour tout le monde, je me présente Iris Laforme, je suis la coordonnatrice technique du secteur des matières résiduelles chez Réseau Environnement. Donc aujourd'hui, pour ce huitième rendez-vous de la modernisation, l'équipe d'Éco-entreprises Québec va faire le tour d'horizon de la plateforme pour les organismes signataires d'une entente. Afin de présenter ce webinaire, je suis accompagnée de Mathieu Guillemette, vice-président collecte sélective, Marie-Hélène Gravel, conseillère stratégique partenariats municipaux, Sophie Lafrance, chef d'équipe partenariats municipaux, et finalement Kathleen Dubé, directrice aux partenariats municipaux et aux communautés autochtones, qui va modérer la période de questions. Donc, je vous invite tout le long de la présentation à inscrire vos questions dans la section questions-réponses dans le bas de votre écran. Euh, Comme à l'habitude, seulement les questions qui portent sur le sujet d'aujourd'hui vont être abordées dans ce webinaire. Pour toute autre question, vous pouvez écrire à l'adresse modernisation@eeq.ca. Donc, sans plus tarder, Mathieu, Marie-Hélène et Sophie, à vous la parole. Merci Iris. Bonjour tout le monde. Merci à Réseau Environnement encore une fois de nous appuyer, nous aider dans l'organisation de ces webinaires-là. Vous avez été un partenaire très fiable au cours des derniers mois. Donc, on est bien content de pouvoir compter sur vous encore une fois aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous. On a une belle présentation pour vous ce matin. On va vivre ensemble un grand jour le 1er avril prochain avec la mise en ligne de la plateforme, mais surtout la première période de déclaration des coûts municipaux dans le cadre de notre nouveau partenariat. Donc, c'est quand même c'est un moment symbolique. Marqué par un X sur notre calendrier depuis un certain temps. Donc, je l'ai dit, on a travaillé très fort pour vous, pour monter une plateforme, pour vous permettre de partager finalement les informations nécessaires pour vous faire rembourser et compenser dans le cadre des ententes de partenariat et des ententes financières qu'on a signées avec vous. Vous le savez, il y a 268 ententes, je pense qu'il y a même 200, une 269e qui s'est ajoutée la semaine dernière. Donc, 269 ententes de partenariat et ententes financières qui ont été signées entre vous et Éco-entreprises Québec dans le but justement de pouvoir prendre en compte vos dépenses en matière de collecte sélective et de les rembourser. On tombe dans un nouveau mode, dans une nouvelle relation avec la responsabilité élargie des producteurs. Vous le savez, on n'est plus dans le régime de compensation où c'était un mode de compensation qui était très simple aussi. C'était vraiment le strict minimum. Là, on tombe dans un mode de relation contractuelle. Donc, je vous le dis tout de suite d'emblée, et ne tirez pas sur le messager. Marie-Hélène, Sophie, l'équipe sont là pour vous aider. Mais je vous le dis tout de suite, ça va être difficile, ça va être exigeant. On va vous demander de travailler très fort pour la déclaration, surtout la première fois. On l'a testé avec certains organismes municipaux qui ont déjà transité en 2024. La première déclaration, c'est fastidieux, c'est long. Il faut aller chercher les informations. Pensez à la première fois que vous avez fait votre déclaration d'impôt. C'est pas évident. Et la deuxième fois, la bonne nouvelle, les organismes municipaux nous le disent, c'est déjà plus facile. Il y a une méthode, les informations sont déjà compilées. Vous savez nos attentes. Donc, c'est ça qu'on va viser. Fait que c'est un mauvais moment à passer pour les prochains mois, mais c'est un moment nécessaire. On est dans une relation contractuelle. Donc, c'est normal, effectivement, on s'attende à aller chercher plus d'informations qu'à l'époque du régime de compensation. Évidemment, comme c'est la première fois, on s'attend à faire preuve d'indulgence de part et d'autre pour la période de déclaration. On sait que vous n'aurez pas tout sous la main dès le début. On va être là pour vous accompagner. On va être là pour vous guider dans le processus. On sait que dans l'entente, il y a des délais qui sont prévus de 45 jours de part et d'autre, la déclaration, la validation, tout ça. C'est certain qu'on va faire preuve d'indulgence de notre côté aussi, mais on va être là pour vous accompagner. On a une équipe de 6 responsables de partenariat, incluant la chef Sophie Lafrance, qui vont être là, comme je vous ai dit, pour vous aider à produire votre première déclaration dans la plateforme. Donc, on va le faire ensemble. Ça va bien aller. On se retrousse les manches à partir de maintenant et on y va. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Marie-Hélène, Sophie, je vous laisse faire la présentation. Bonne journée. Merci Mathieu. Donc, je vais rentrer directement dans la mise en contexte. Je m'excuse, ça commence bien. Non. Alors, l'ordre du jour, nous allons passer au début par la mise en contexte, expliquer les objectifs de la plateforme. Ensuite, Marie-Hélène va vous présenter concrètement à quoi ressemble la plateforme,
comment faire les demandes d'accès, les rôles, les différentes pages. Et nous allons terminer avec les dates importantes qui s'en viennent dans les prochaines semaines et à la fin, avoir la période de questions. Donc, ce webinaire s'adresse aux organismes signataires d'entente avec Éco-Entreprise Québec, que vous soyez signataire d'une entente de partenariat ou d'une entente financière. Vous êtes les bienvenus. Sont aussi les bienvenus les organismes municipaux qui n'ont pas encore signé d'entente avec Éco-Entreprise Québec. Ça va vous permettre de voir à quoi ressemble la plateforme de déclaration, mais vous n'aurez pas de reddition de compte à faire tant qu'il n'y aura pas d'entente de signer entre vous et Éco-Entreprise Québec. Donc, l'objectif est de vous présenter à quoi ressemble la plateforme, comment naviguer dans la plateforme, voir les principales fonctions, les informations à haut niveau qui vous seront demandées. Le récit qui est utilisé pour cette présentation-ci, c'est basé comme un organisme municipal qui a signé une entente de partenariat. Si vous avez signé une entente financière, les visuels restent les mêmes, mais il y aura certaines pages ou sections qui ne seront pas disponibles car elles ne sont pas applicables. Le prochain webinaire qui aura lieu dans 2 semaines, le 10 avril, permettra de suivre pas à pas une déclaration auprès d'Éco-Entreprise Québec et ça mettra l'accent sur les premières activités qu'on vous demandera de réaliser pour faire votre reddition de compte. Donc, ce qui est prévu dans les ententes que vous avez signées avec Éco-Entreprise Québec, c'est que vous offrez certains services liés à la collecte sélective des matières recyclables et Éco-Entreprise doit soit vous rembourser ou vous compenser pour ces services qui sont offerts. On vous présente la nouvelle plateforme de gestion contractuelle. Cette plateforme-là va permettre plusieurs usages. Premièrement, vous permettre de faire une reddition de compte autant opérationnelle que financière. Ça va permettre aussi de faire des suivis plus faciles, efficaces de notre côté pour le traitement des demandes et le traitement des factures. On vise à ce que éventuellement cette plateforme devienne le canal de communication qui serait privilégié entre les organismes signataires et EEQ. Pour le moment, c'est sûr qu'on commence, on débute, on va se donner le temps d'apprendre à travailler avec la plateforme. Nous sommes en période de transition, donc il y aura un mode hybride, évidemment, là, pour un certain temps avant de focusser sur les échanges plus exclusifs ou davantage dans ce canal de communication. La plateforme sera disponible dès le 1er avril. Sachez que la plateforme d'échange qu'on appelait la plateforme FPAP que vous avez complétée en vue de signer des ententes ne s'applique plus lorsque l'entente est signée et les échanges passeront dorénavant par l'entremise de cette nouvelle plateforme. Toutefois, pour les organismes municipaux qui seraient en train de compléter leur FPAP, le formulaire préalable aux annexes de personnalisation, vous avez toujours accès à cette plateforme. Vous deviez continuer à compléter les informations en vue de la signature d'une entente. Une fois que l'entente sera signée, vous pourrez transiger avec nous et nous pourrons transiger avec vous par l'entremise de la plateforme qui vous sera présentée dans quelques instants par Marie-Hélène. Petit rappel, parce qu'on va faire appel à 2 termes là, pendant la présentation. Donc, dans l'entente qu'on a signée, on parle de remboursement et de compensation financière. Les différences, les remboursements, vous allez devoir faire 4 déclarations par année, 1 déclaration par trimestre et Éco-Entreprise va vous rembourser les dépenses liées aux services qui sont visés dans ces déclarations-là. Donc, ce sont les dépenses de collecte, transport de matières recyclables et toutes les dépenses liées à la gestion des contenants de collecte. Quand on parle de compensation financière, on parle d'une déclaration par année à la fin de l'année, donc en 4e trimestre. Les compensations financières sont basées sur des taux unitaires ou des montants forfaitaires qui sont déjà prévus d'avance à l'annexe H de notre entente de partenariat. Et les items qui sont compensés, l'utilisation du lieu de l'écocentre, la diffusion d'informations, des activités de sensibilisation, le contrôle du qualité du tri et des activités de gestion.
Vous allez voir, Marie-Hélène, dans plusieurs cas, va vous expliquer que vous allez devoir déposer des pièces justificatives si EEQ ne les a pas déjà en main. Comme Mathieu disait, ça va vous demander beaucoup d'efforts, surtout pour la première réédition. Ce sont des nouvelles exigences dans la REP, notamment au niveau de la traçabilité. Puis, ça explique que les redditions de comptes soient davantage détaillées que ce que vous aviez à faire auparavant dans le cadre du régime de compensation. À cet effet-là, l'année 2025, c'est vraiment une année particulière. Euh, puis la dernière, excusez-moi, l'année 2025, ça va être votre dernière déclaration dans le cadre du régime de compensation. Donc, vous allez devoir déclarer vos coûts et vos tonnages des services liés à la collecte sélective offerts en 2024. Vous allez devoir faire cette déclaration-là à Recyc Québec en juin 2025. Et en même temps, vous allez devoir faire les premières déclarations à EEQ dans le cadre de la REP collecte sélective pour les services offerts en 2025. Donc, à partir de 2026, il n'y aura plus de déclaration dans le cadre de régime de compensation. Je laisse Marie-Hélène continuer. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer avec l'accès à la nouvelle plateforme ainsi que les rôles des utilisateurs sur cette plateforme. Alors, c'est à bras grands ouverts que je vous souhaite la bienvenue sur la toute nouvelle plateforme de gestion contractuelle dédiée aux organismes municipaux et aux communautés autochtones qui sont signataires d'une entente avec Éco-entreprise Québec. Alors, c'est une avant-première. Voici la page de bienvenue de la plateforme. Tout utilisateur qui voudra utiliser la plateforme devra faire une demande d'accès pour son organisme municipal ou sa communauté autochtone. Alors, même si vous aviez un accès précédemment à l'autre plateforme dédiée au formulaire préalable aux annexes de personnalisation, vous devez, pour accéder à la nouvelle plateforme, vous créer un compte, donc faire une demande d'accès à la nouvelle plateforme de gestion contractuelle. Après approbation par EEQ de la demande, l'utilisateur va pouvoir se connecter. Donc, vous voyez dans la capture d'écran un premier bouton où c'est encadré faire une demande à EEQ. Donc, lors de la première utilisation, c'est là où vous allez faire votre création de compte sur la nouvelle plateforme. Et par la suite, vous pourrez utiliser le bouton d'action qui est à sa gauche, se connecter. Vous allez recevoir une procédure de connexion et EQ va vous la transmettre en même temps que le lien vers la nouvelle plateforme en vue de son lancement le 1er avril prochain. En ce qui a trait au rôle des utilisateurs de la plateforme, alors l'accès à une entente sur la plateforme va dépendre du rôle de chacun des utilisateurs. Il y a d'abord les personnes ressources. Ce sont les personnes qui sont identifiées comme personnes ressources à l'entente de partenariat que votre organisme a conclu avec EEQ. Ça correspond aux personnes qui apparaissent à l'annexe E de l'entente de partenariat. Ces personnes ressources ont un accès complet à l'entente sur la plateforme, peuvent consulter, modifier, soumettre des données. Et en plus, ces personnes ressources peuvent gérer d'autres utilisateurs, donc des personnes désignées qu'ils autoriseraient à accéder à l'entente sur la plateforme. Les personnes désignées par une personne ressource et approuvées par EEQ pourraient consulter l'entente sur la plateforme en accès lecture seule seulement ou en accès écriture selon le rôle qui sera donné par les personnes ressources. En mode écriture, les personnes désignées peuvent modifier, soumettre des données sur la plateforme. La seule section où ils ne peuvent pas intervenir, c'est dans la section des personnes ressources qui est strictement réservée aux personnes ressources. Alors, une fois qu'on a accès à une entente en fonction de notre rôle, je vous présente la page d'accueil de la plateforme. Alors, après s'être connecté, l'utilisateur est dirigé vers la page d'accueil de la plateforme où il voit la liste des ententes pour laquelle son organisme est signataire. La page d'accueil de la plateforme affiche les ententes qui sont actives et il est possible qu'il y ait une seule entente, une entente de partenariat, une seule entente qui sera une entente financière, si l'organisme de l'utilisateur est signataire d'une entente de partenariat seulement ou d'une entente financière seulement. Il pourrait y avoir aussi une entente de partenariat ainsi
qu'une entente financière affichée dans la liste, comme c'est le cas ici avec notre exemple fictif de la MRC des baies sauvages. Donc, la MRC des baies sauvages a conclu deux ententes avec EEQ, une entente financière pour des services qui étaient prolongés pendant l'année 2025, puis une entente de partenariat. Il se peut aussi qu'il n'y ait aucune entente qui soit visible dans la liste si l'organisme de l'utilisateur n'est signataire d'aucune entente avec EEQ. Comme mentionné précédemment, l'accès à une entente dépend du rôle de l'utilisateur. Si l'utilisateur est une personne ressource qui est identifiée à l'entente ou une personne désignée par une personne ressource, il va pouvoir cliquer sur le lien. Vous voyez sous le code de l'entente, il y a comme un hyperlien. Vous pouvez cliquer directement sur le code de l'entente ou utiliser le menu d'action qui est à droite, la petite pointe de flèche qui pointe vers le bas, qui vous permet d'ouvrir ou d'accéder à l'entente. Tout autre utilisateur de l'organisme pourra voir la liste des ententes, mais s'il n'est pas une personne ressource ou une personne identifiée, il ne pourra pas accéder à entrer dans l'entente. Sa navigation sur la plateforme s'arrêterait donc ici. Nous sommes maintenant sur la page d'accueil de l'entente de partenariat. Donc, si je suis une personne ressource, disons, de la MRC des baies sauvages et que je clique sur le code de mon entente de partenariat, voilà ce à quoi j'ai accès. À gauche se trouve le menu avec la liste des 12 pages de la plateforme, avec des liens qui me permettent d'accéder à chacune de ces différentes pages. Au centre de la page se trouvent des liens rapides vers les actions, je dirais, les plus populaires du moment. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire aujourd'hui sur la plateforme de gestion contractuelle? Par exemple, faire une demande de paiement pour le premier trimestre, ben, vous amènerait directement à la page Nouvelle demande de paiement. On va maintenant faire le tour des différentes pages de la plateforme en suivant l'ordre des pages telles qu'elles apparaissent dans le menu de gauche. Donc, la première page concerne les contrats avec les mandataires. Sur cette page, l'utilisateur peut essentiellement faire trois actions. D'abord, consulter les informations relatives à des contrats conclus avec des mandataires pour des services qui vont donner lieu à des demandes de remboursement dans le cadre de l'entente de partenariat. L'utilisateur peut aussi modifier les informations relatives à ces contrats et il peut finalement ajouter un contrat s'il constate qu'il y a un contrat qui porte sur un service pour lequel il va vouloir faire une demande de paiement auprès des EQ et que le contrat est absent de la liste. En effet, à la page des demandes de paiement, le système va vous demander d'associer le service pour lequel vous réclamez un montant au contrat correspondant parmi la liste de vos contrats avec mandataire. Ainsi, plutôt que de fournir vos contrats comme pièce justificative à chaque demande de remboursement trimestriel, vous aurez accès à votre bibliothèque de contrats à même la plateforme. Avant d'aller plus loin, on va examiner comment sont organisées les pages de la plateforme et on va regarder quelles sont les différentes actions possibles dans ces pages. Je vais décortiquer la page contrat avec des mandataires et vous verrez que la même logique, la même structure se répète à toutes les pages ou presque de la plateforme. Donc, dans la section du haut de la page, vous voyez le contenu qui correspond à l'entente de partenariat. Dans ce cas-ci, la liste des contrats visés par l'entente de partenariat de la MRC des baies sauvages. Dans la section du bas, vous voyez la liste des demandes qui ont été faites par la MRC des baies sauvages relativement à ces contrats, par exemple pour modifier ou ajouter un contrat. Quand une demande est approuvée par EEQ, le tableau de la section du haut est actualisé avec les informations modifiées. S'il s'agissait par exemple d'une demande d'ajout d'un contrat, le contrat en question ferait son apparition dans le tableau du haut après approbation par EEQ. Le tableau du haut affiche certaines informations relatives au contrat, dont vous voyez tout à gauche un identifiant, un ID, qui est un code interne unique qui est donné par le système qui permet de savoir de quel contrat on parle. Donc, dans des discussions qu'on pourrait avoir ensemble pour faciliter la discussion puis se repérer plus aisément, on peut utiliser les codes qui apparaissent pour les contrats. Vous voyez en bas qu'il y a des codes qui apparaissent pour les demandes et ça sera la même chose dans toutes les pages.
Parmi les autres informations relatives au contrat, on voit le numéro de référence du contrat, donc le numéro que vous avez donné à vos contrats, le titre de votre contrat, etc. Et en utilisant le menu d'action qui est à la droite, la pointe de flèche là, qui pointe vers le bas, l'utilisateur peut faire différentes actions. Donc, peut faire une demande pour modifier une information relative à un contrat, peut annuler un contrat s'il y avait un contrat qui apparaissait dans la bibliothèque ici des contrats et qui n'était pas pertinent en vertu de l'entente. Et l'utilisateur peut aussi afficher des détails pour voir des informations supplémentaires au-delà de celles qui apparaissent dans les colonnes. Dans le tableau du bas, l'utilisateur pourra entre autres suivre le statut des demandes qu'il a faites ou que d'autres personnes ressources ou personnes désignées de son organisme ont faites. Les différents statuts possibles sont visibles pour ces demandes-là et les statuts sont les suivants. Donc, on peut voir quand une demande est à l'étape de soumise, quand une demande est en traitement par EEQ, quand une demande est en attente de détails parce qu'EEQ a besoin de davantage d'informations de votre part. Ensuite, une demande qui serait approuvée par EEQ et enfin, une demande rejetée par EEQ. Regardons maintenant un peu plus en détail un exemple où l'utilisateur veut ajouter un contrat à la liste des contrats de son organisme. Pour ajouter un nouveau contrat, l'utilisateur appuie sur le bouton d'action Ajouter un contrat avec un mandataire et un formulaire va alors s'ouvrir. L'utilisateur va compléter les différents champs du formulaire. Il va joindre les pièces justificatives s'il y en a qui sont demandées. Vous verrez que tout ce qui est marqué d'un astérisque correspond à une information qui est obligatoire ou une pièce justificative qui est obligatoire pour soumettre une demande. Et enfin, l'utilisateur va cliquer sur le bouton Soumettre pour finaliser sa demande et la transmettre à EEQ. Après avoir soumis sa demande, l'utilisateur va recevoir une notification par courriel lui confirmant que sa demande a bien été reçue par EEQ. Donc, vous avez un exemple qui apparaît à l'écran. Après avoir soumis la demande, l'utilisateur peut envoyer des commentaires à EEQ relativement à cette demande. Par exemple, j'ai oublié de vous transmettre un document, j'ai une information supplémentaire. Donc, il y a la possibilité d'échanger des commentaires. Pour rédiger un commentaire ou consulter les commentaires au sujet d'une demande, l'utilisateur va cliquer sur le numéro de référence de la demande ou va utiliser encore une fois le menu d'action qui est à droite et afficher les détails pour voir l'ensemble de sa demande et la section commentaires. EEQ peut également envoyer des commentaires relativement à une demande directement dans la plateforme, dans la demande elle-même. Dans ce cas-là, l'utilisateur va recevoir une notification par courriel pour l'informer qu'il y a un nouveau commentaire qui est disponible sur la plateforme et il va être invité à se rendre sur la plateforme. Je vais enchaîner avec la page suivante qui concerne les clientèles desservies par l'organisme signataire. Sur cette page, l'utilisateur peut encore une fois faire un certain nombre d'actions. Encore une fois, il peut consulter les informations relatives aux clientèles desservies. Il pourrait faire des demandes pour modifier des informations relatives aux clientèles desservies. Il pourrait faire une nouvelle demande de dérogation pour une clientèle desservie, advenant qu'il y aurait eu, je dirais, un oubli au moment de conclure l'entente de partenariat. Parce qu'il n'est pas question ici de renégocier l'entente qui a déjà été conclue, mais s'il y a des petites corrections qui sont à faire, ben, on peut utiliser l'action pour faire une demande de dérogation. La quatrième action qui est possible sur cette page, c'est de faire la mise à jour annuelle des unités d'occupation desservies. La mise à jour annuelle qui est prévue à l'entente de partenariat et qui va entre autres permettre à EEQ de calculer les compensations financières de fin d'année, les compensations qui sont présentées à l'annexe H des ententes de partenariat. La mise à jour des unités d'occupation va se faire pendant une période bien précise. Alors, EEQ vous reviendra au courant de l'année 2025 avec des informations à ce sujet quant à la période d'ouverture pour procéder à la mise à jour annuelle, puis quant à la procédure à suivre. Petit instant, je pense que je vais voir.
Petite information que j'ai oublié de mentionner ici. Oui. Dans le tableau du haut, euh, qui se trouve là à la présente page de la plateforme. Les informations qui sont là correspondent à ce qui est à l'annexe C de votre entente de partenariat. Donc, vous allez retrouver les catégories de clientèle, le type de contenant de collecte, la fréquence de collecte et le nombre d'unités d'occupation desservies. Vous verrez une colonne avec valeur précédente et nouvelle valeur quand il y aura eu une mise à jour. Dernière information avant de passer à la diapositive suivante. Vous remarquez qu'il y a des lignes ombragées au haut du tableau. Ces lignes correspondent au premier tableau de l'annexe C des ententes de partenariat, c'est-à-dire les clientèles qui sont desservies conformément aux modalités de collecte de l'entente cadre de partenariat. Par exemple, une collecte aux 2 semaines avec bac roulant pour les bâtiments résidentiels de moins de 9 logements. Les lignes suivantes, qui sont blanches, correspondent aux clientèles desservies selon des modalités de collecte dérogatoires qui ont été approuvées par EEQ au moment de la conclusion des ententes. Vous remarquerez que la page suivante est très similaire. On parle encore de la clientèle desservie, mais cette fois pour les lieux publics extérieurs. L'utilisateur peut, dans la même logique, consulter les informations relatives aux lieux publics extérieurs desservis en vertu de son entente de partenariat, modifier les informations relatives aux lieux publics extérieurs, faire une demande pour ajouter un lieu public extérieur et faire la mise à jour annuelle des lieux publics extérieurs, comme le prévoit l'entente de partenariat, pendant la période d'ouverture seulement. Maintenant, une petite page qui concerne les clientèles non desservies par l'entente. Ce sont les mêmes actions qu'on a vues précédemment. Donc, on peut consulter et on peut faire une mise à jour des unités d'occupation, mais qui, dans ce cas-ci, ne sont pas desservies par l'organisme signataire. Et ces informations-là concernant les clientèles non desservies sont pertinentes pour EAQ parce que ça permettra à EAQ notamment d'assurer la collecte et le transport des matières recyclables auprès des catégories de clientèle qui ne sont pas desservies par l'organisme signataire, et ce, conformément aux échéances prévues au règlement. J'enchaîne avec la page suivante qui porte sur les écocentres et les points d'apport volontaire. Sur cette page, l'utilisateur peut consulter les informations relatives aux écocentres et points d'apport volontaires qui sont visés dans son entente de partenariat, modifier, encore une fois, les informations relatives à ces écocentres et points d'apport volontaires, faire une demande pour ajouter un écocentre ou un point d'apport volontaire pour lequel l'organisme signataire a compétence. Et là aussi, pendant la période d'ouverture prévue à cet effet par EEQ, l'utilisateur pourra faire la mise à jour annuelle des unités d'occupation desservies par les écocentres et le nombre d'heures d'ouverture par an des écocentres, s'il y a des écocentres qui figurent à l'entente. Le tableau du haut qui concerne les informations que vous retrouvez à l'annexe D de votre entente de partenariat avec la liste des écocentres des points d'apport volontaire qui sont visés à votre entente et pour lesquels votre organisme signataire a compétence. La page suivante porte sur les demandes de paiement. Alors, c'est une page qui est costaude. Je vais la survoler aujourd'hui. Je veux dire tout de suite qu'on va y revenir en détail lors du prochain webinaire là, qui se tiendra le 10 avril. C'est une des pages qu'on va décortiquer ensemble là, dans le pas à pas pour vous accompagner dans toute cette démarche de demande de paiement. Sur cette page, l'utilisateur soumet des demandes de paiement à IEQ en déclarant tous les services rendus et les montants réclamés pour ces services. La demande de paiement, elle va regrouper l'ensemble des formulaires de déclaration de services rendus complétés et enregistrés pour une période visée, par exemple, premier trimestre de l'année 2025. Pour créer une nouvelle demande de paiement, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton d'action Ajouter une déclaration de service. Il y a un formulaire qui va apparaître dans lequel l'utilisateur devra renseigner les champs demandés, dont le type de service rendu. S'agit-il de collecte et transport? S'agit-il de services de réparation, remplacement, distribution de bac roulant, par exemple? L'utilisateur doit indiquer la période qui est visée
le montant réclamé pour le service, ainsi que le fournisseur de service. Selon le type de service que l'utilisateur est en train de renseigner, le système va lui indiquer les pièces justificatives qui sont à fournir. Donc, vous avez l'exemple présentement des pièces justificatives requises en fonction du service de... C'est tout petit chez moi, mais je pense que c'est collecté transport en porte-à-porte. Comme la préparation d'une demande de paiement demande beaucoup d'informations et parfois des pièces justificatives, le système permet d'enregistrer des brouillons et de revenir plus tard poursuivre la déclaration des services. Quand toutes les déclarations de services sont complètes, l'utilisateur peut lier et cocher le message de déclaration de soumission de la demande de paiement et cliquer sur le bouton d'action Soumettre la demande de paiement à EAQ. Si au moins une des déclarations de service est encore au statut brouillon, comme c'est le cas ici dans la capture d'écran, l'utilisateur ne sera pas en mesure de soumettre sa demande de paiement. Il devra finaliser chacune de ces déclarations avant de pouvoir soumettre sa demande de paiement. Comme la présentation d'aujourd'hui, ça veut un tour d'horizon général de toutes les pages de la plateforme, je n'irai pas plus loin dans la description d'une demande de paiement. Comme je vous le disais il y a quelques instants, on va y revenir lors du prochain webinaire le 10 avril, où on va se concentrer entre autres sur les demandes de paiement avec des cas concrets et des exemples à l'appui. La page suivante concerne les personnes ressources. Alors, je fais un petit rappel et des compléments. Rappel parce qu'il y a des éléments d'information qu'on a mentionnés dès le début en parlant des rôles des utilisateurs dans la plateforme. Au niveau des personnes ressources, elles sont au nombre de 4. Donc, il y a la direction générale de l'organisme signataire et les 3 personnes identifiées à l'entente de partenariat à l'annexe EE, conformément à ce qui a été signé avec Éco-entreprise Québec. Ces 3 personnes identifiées à l'annexe EE sont les suivantes: personnes responsables des questions administratives ou financières, la personne identifiée comme responsable des questions techniques et la personne responsable des questions relatives aux communications. Il y a une limite dans la plateforme, à savoir qu'une seule personne par rôle pour chacun de ces 4 rôles de personnes ressources. Du côté des personnes désignées, on parle de personnes qui sont désignées par une personne ressource identifiée à l'entente et les personnes désignées doivent aussi être approuvées par EAQ. Comme on l'a mentionné précédemment, les personnes désignées peuvent avoir 2 types d'accès. Un accès écriture, où elles peuvent modifier, soumettre des données sur la plateforme, sauf dans la page des personnes ressources. Et l'accès pourrait être un accès lecture selon le choix de la personne ressource qui désigne le nouvel utilisateur. Un accès lecture permet de seulement consulter les différentes informations disponibles sur la plateforme. Contrairement aux personnes ressources, les personnes désignées ne sont pas limitées en nombre. Évidemment, on vous encourage à ne pas nécessairement donner l'accès à 50 personnes dans votre organisme, sachant que ces personnes-là ben, vont pouvoir jouer des rôles selon l'accès que vous leur aurez, qui auront été autorisés. Sur la page des personnes ressources, on revient aux 3 mêmes actions qu'on retrouve sur à peu près toutes les pages. Donc, d'abord, l'utilisateur peut consulter les coordonnées des personnes ressources et des personnes désignées. L'utilisateur peut modifier les personnes ressources et les personnes désignées s'il est lui-même une personne ressource. L'utilisateur peut faire une demande pour ajouter une personne ressource ou une personne désignée, encore une fois, seulement s'il est une personne ressource identifiée à l'entente. Les personnes ressources qui apparaissent dans le tableau du haut de la page que l'on regarde actuellement sont celles identifiées à l'annexe E de l'entente de partenariat. J'enchaîne avec la page suivante, faire une demande à EAQ. Sur cette page, l'utilisateur peut communiquer à EAQ à propos de tout sujet. Ça se veut le nouveau moyen de communication qui sera dorénavant privilégié par EAQ. Donc, on va tenter de concentrer les communications via la plateforme, sachant que maintenant, à l'heure actuelle, on en reçoit par téléphone, par courriel, via l'autre plateforme, le formulaire préalable aux annexes de personnalisation. Donc, une fois que l'entente est conclue, on souhaitera concentrer les communications sur la plateforme et
toute demande pourra se faire à travers la présente page, des demandes qui n'apparaissent pas là, aux pages précédentes. Pour faire une demande à IEQ, l'utilisateur doit d'abord choisir le sujet de la demande. Il y a un menu déroulant qui va s'ouvrir. Il y a quelques choix, je dirais, judicieux qui sont proposés et il y a évidemment un choix de sujet qui s'appelle Autre sujet. Donc, si vous ne retrouvez pas dans le menu la raison là, de votre question ou de votre demande à IEQ, vous pouvez choisir Autre sujet. L'utilisateur doit ensuite détailler l'objet et la description de sa demande. Par exemple, vous trouverez là, le sujet suivant, soumettre des documents d'appel d'offres pour analyse par EEQ. Ben, ça m'est venu juste comme ça d'encercler cet exemple-là. Je dis ça, je dis rien, mais c'est probablement une action qui sera populaire pour plusieurs des organismes signataires dans les prochains jours, semaines. La section suivante ou la page suivante porte sur les communications de EEQ. Dans cette page, l'utilisateur peut consulter des communications provenant d'EEQ, donc des communications que EEQ pousserait directement à travers la plateforme. Ces communications peuvent porter soit sur des actions requises dans la plateforme, donc pour rappeler, par exemple, que c'est la période de mise à jour des unités d'occupation, quand ce sera cette période-là qui sera active. Et les communications peuvent aussi porter sur des informations partagées par EAQ, donc à titre informatif. Quand une communication est envoyée par EAQ à travers la plateforme, le système va notifier les utilisateurs par courriel. La dernière, mais non la moindre page de la plateforme concerne le centre de documentation. Dans le centre de documentation, l'utilisateur a accès à différents guides ou formulaires élaborés ou rendus disponibles par EEQ, des guides, des formulaires qui sont nécessaires à la reddition de compte. Par exemple, le formulaire de déclaration des dépenses réelles engagées pour la collecte et le transport des matières recyclables quand c'est réalisé en régie interne. C'est entre autres une pièce justificative obligatoire qui sera demandée si vous réclamez, si vous déclarez un service de collecte et transport en régie interne et si vous réclamez un montant pour ce service-là. Donc, il y aura différents formulaires. Là, présentement, la page que vous voyez, ce n'est pas une erreur, là, elle est vide, mais il y aura plusieurs documents qui seront disponibles dans le centre de documentation. Ça se veut la bibliothèque des documents de référence pour faire la reddition de compte dans la plateforme. De retour à Sophie. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Date importante à se rappeler concernant la plateforme et les déclarations. Je m'excuse. Alors, OK. Webinaire aujourd'hui qui a permis de faire le tour d'horizon de la plateforme. La plateforme sera déployée le 1er avril 2025. Comme le disait Marie-Hélène, vous recevrez une communication qui vous indiquera le lien pour y accéder et la façon d'y accéder. À partir du 1er avril, vous pourrez demander accès à la plateforme pour faire la création des comptes utilisateurs et c'est la date aussi à partir de laquelle vous pourrez commencer votre première période de déclaration pour faire vos demandes de paiement liées au premier trimestre 2025. Le 10 avril, nous vous reverrons pour le deuxième webinaire sur la plateforme où on pourra vous montrer pas à pas comment compléter concrètement les informations pour déposer vos demandes et faire votre édition de compte. Et EEQ fait le paiement des sommes 45 jours après que la demande a été déposée, qu'elle soit complète et conforme. Nous sommes très conscients que l'utilisation d'une nouvelle plateforme va demander de l'adaptation autant pour les organismes municipaux que pour les responsables de partenariat. On commence à travailler ensemble d'une nouvelle façon. Les responsables de partenariat seront là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter. Autre élément, avant de tomber à la période de questions,
C'est une première version de la plateforme. On prévoit des développements à venir dans les prochains mois puis prochaines années, évidemment. En premier lieu, on va tenter, avec les commentaires, on vous invite à nous les transmettre, mais on va tenter d'améliorer la plateforme pour bonifier l'expérience utilisateur. Donc, s'il y a besoin de précision dans le texte, d'explication sur compléter des formulaires ou tout ça, on va être ouvert à recevoir vos suggestions à cet effet-là. Une fois qu'on aura au moins 1 an de déclaration, il sera possible d'inclure des synthèses annuelles qui vont vous permettre de comparer les informations que vous aurez transmises d'une année à l'autre et pour IEQ aussi de vous transmettre des rapports là, dont on pourra avoir des informations annuelles. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les demander. Alors, merci beaucoup. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, bonjour. Plusieurs questions euh, auxquelles bon, j'ai répondu dans le Q&A, mais je pense qu'on peut revenir sur certaines d'entre elles, puisqu'elles étaient quand même nombreuses en lien avec l'accès à la plateforme. À partir de quel moment est-ce qu'on va pouvoir demander l'accès à la nouvelle plateforme et combien de comptes administrateurs et usagers là, ça vaudrait la peine de revenir sur ce sujet-là, mesdemoiselles. Oui, donc je peux répondre. Vous recevrez une communication des Q le 1er avril 2025. Dans cette communication, il va y avoir notamment les deux informations suivantes, le lien pour vous mener vers la plateforme, là où vous pourrez faire votre demande d'accès. Et vous allez avoir aussi dans la communication une procédure pour vous aider, là, vous guider dans les différentes étapes pour cette première action qui est de création d'un compte ou de demande d'accès. Et puis, est-ce que tous Oui. les personnes ressources qui vont avoir accès à la plateforme de facto ont les mêmes niveaux d'autorisation? Oui, les personnes ressources ont les mêmes niveaux d'autorisation, donc ils ont les mêmes accès aux mêmes actions et fonctions sur la plateforme. Les seules personnes qui ont un rôle différent, ce sont les personnes désignées par des personnes ressources et ces personnes désignées, selon le rôle choisi par la personne ressource, les personnes désignées peuvent avoir un accès lecture seule ou un accès écriture. Les personnes désignées ne sont pas limitées en nombre, donc à la convenance des personnes ressources identifiées à l'entente, il peut y avoir beaucoup, plus ou moins beaucoup, peu, pas beaucoup de personnes désignées. En ce qui a trait aux personnes ressources, elles sont au maximum de 4, une pour chacun des rôles qu'on a mentionnés précédemment. D'accord. Il y a eu aussi plusieurs questions en lien avec à savoir si la présentation de ce matin va être le PowerPoint va être rendu accessible. Alors oui, le PowerPoint et la rediffusion également là, sera accessible sur le site Internet de Réseau Environnement. D'ailleurs, Iris devrait envoyer, comme à l'habitude, un courriel à la suite du webinaire à tous les inscrits pour les informer de la disponibilité de tout ça. On indique également dans le chat le lien vers l'endroit spécifique pour y avoir accès. On a aussi posé la question à savoir toutes les informations qui ont été rentrées dans l'ancienne plateforme, dans les démarches de personnalisation des ententes en vue de la conclusion de l'entente de partenariat entre l'organisme signataire et nous. Est-ce que tout ça va être rendu disponible dans la nouvelle plateforme ou si les OS devront rentrer à nouveau ces informations? Euh, donc, il n'y a pas de... les informations qui apparaissent dans vos ententes conclues, alors faites référence vraiment au document, je veux dire, papier, là, l'entente signée entre EEQ et votre organisme signataire, ce qu'on retrouve aux annexes de personnalisation. J'ai parlé de l'annexe C avec les clientèles desservies, l'annexe D avec les éco-centres et points d'apport volontaires si ça s'applique, l'annexe E avec les personnes ressources. Donc, ce sont les informations qui apparaissent à votre entente de partenariat qui seront disponibles dans la plateforme. Euh,
De manière très générale, les informations qui apparaissent à votre entente de partenariat sont celles qui avaient été approuvées dans le formulaire préalable aux annexes de personnalisation. Parfait. Il y a quelqu'un qui demande à savoir la mise à jour des unités d'occupation desservies. Est-ce qu'on peut savoir, avoir une idée de à quel moment il faudrait effectuer cette mise à jour-là? Ouais, précisément, on vous reviendra pour la période de mise à jour des unités d'occupation. L'année 2025 se comportera peut-être un peu différemment des années à venir, en ce sens que la plateforme là, sera déployée le 1er avril et que déjà, il y a des premières actions qui vont être demandantes, puis que ça va être une première fois, autant pour les organismes signataires, autant pour EEQ. Donc, on a préféré différer, reporter un petit peu plus tard au courant de l'année la période de mise à jour. Donc, on va se concentrer d'abord avec une première action qui va être de vérifier et de compléter la page avec les contrats des mandataires, donc la bibliothèque des contrats, de manière à ce que quand vous procédiez à votre demande de paiement, vous ayez toutes les informations disponibles et vous puissiez faire les associations requises. Deuxième action sur laquelle on va se concentrer, c'est de vérifier et de compléter les personnes ressources. Et si vous souhaitez désigner des personnes qui auront accès à l'entente de partenariat sur la plateforme. Et troisièmement, et non la moindre, ce sera la première demande de paiement, donc la demande de paiement portant sur les services rendus au courant du premier trimestre de 2025. Alors, ces trois grandes actions-là, c'est justement ce qu'on discutera lors du webinaire du 10 avril, comme on disait précédemment, avec un pas à pas, là, où on va vous accompagner concrètement avec des exemples concrets. Donc, moi, je suis en régie interne, je fais ça comment pour déclarer mon service, compléter le formulaire de déclaration des dépenses, etc. Justement, il y a quelqu'un qui nous demande au niveau des demandes de remboursement si l'organisme signataire fait des demandes de remboursement pour, par exemple, 6 municipalités différentes. Est-ce que les données devront être entrées séparément pour chacune des 6 municipalités ou de façon globale? Cela dépend ou cela dépendra. Si les 6 municipalités sont desservies à l'intérieur d'un même contrat de collecte et transport, il y aura une seule déclaration de service. Si les municipalités en question font l'objet, dépendamment de la taille du territoire, là, s'il y a deux contrats différents ou si c'est des organismes, plusieurs fournisseurs de services différents en régie interne, là, il y aura des déclarations distinctes. Donc, il faut réfléchir en termes de contrat et ou de fournisseurs de services en régie interne. Donc, c'est ça, tantôt dans la plateforme, vous montriez qu'il y avait vraiment toute la liste des différents contrats pour lesquels les organismes signataires vont revenir vers nous pour une demande de remboursement. Et donc, il faut vraiment le voir, la déclaration par contrat et non pas par organisme municipal. Je dirais, je préciserais par service rendu et par contrat. Si vous avez dans le même contrat un service de collecte et de transport et un service de location des conteneurs et que vous avez des items différents dans votre facture, la plateforme vous permet de ventiler cette information-là par service et d'associer dans ce cas-là le même contrat au service rendu. Et Q, comme le mentionnait au tout début, et Mathieu et Sophie, dans le cadre de la REP, doit répondre à des exigences de traçabilité, puis notamment traçabilité quant au coût par activité, donc d'où la déclaration par service par contrat. On demande aussi si il va être possible de pouvoir sauvegarder et revenir au lendemain pour compléter la déclaration ou si tout doit être fait d'un coup. Non, ça, c'est une des petites beautés de la plateforme. Vous pouvez, pour ce type de demande-là spécifiquement, enregistrer des brouillons. Donc, l'enregistrement de brouillons ne se fait pas pour les autres demandes parce que les autres demandes ne demandent pas, n'impliquent pas la même charge de travail là, ou de recherche là, d'informations ou de documentation. Mais pour la déclaration des services dans le cadre d'une demande de paiement, vous pouvez sauvegarder à l'état de brouillon chacune de vos déclarations de services et revenir plus tard pour compléter l'information. Et comme je le mentionnais quand on a parlé de la page
des demandes de paiement. Par contre, pour être capable de soumettre l'ensemble, la demande de paiement, parce que la demande de paiement, elle englobe, elle regroupe tous les services que vous aurez déclarés. Pour être capable de soumettre cette demande-là, il faudra que toutes vos déclarations de services soient maintenant soient enregistrées. Vous ne pourrez pas soumettre s'il reste encore des brouillons. Donc, le système vous protégera de vous-même pour éviter des soumissions incomplètes. Est-ce que ça va être possible également de pouvoir exporter en Excel l'historique des paiements pour faciliter leur vérification à l'interne au niveau des OS? Bon, ben ça, c'est tout un bel exemple de ce que mentionnait Sophie. Dans les pistes d'amélioration, nous sommes tout oui et ouverts aux suggestions. C'est une très bonne suggestion. Ce que donc, au jour 1, 1er avril, la plateforme ne permettra pas l'exportation en Excel. Par contre, il va y avoir différentes tables où vous allez avoir la synthèse de toutes les déclarations de services par trimestre ou incluses dans une même demande de paiement. Et vous allez voir aussi le statut du traitement de ces demandes de paiement. Donc, vous avez quand même l'historique et le récapitulatif. Ce qui n'est pas en place au 1er avril, c'est l'extraction Excel. Deux questions ici, Marie-Hélène, qui va pouvoir permettre de mettre en lumière un peu ce qui va être vu le 10 avril. En fait, ça, on nous indique que la reddition de compte commence au premier, mais que la formation va avoir lieu seulement le 10 avril. On se questionne un peu sur le timing par rapport à ça. Puis, je peux te laisser répondre à celle-ci, puis je vais aller avec la suivante par la suite. Bon, effectivement, il y a un petit décalage. L'intérêt est de vous laisser un peu de temps pour naviguer dans la plateforme. Aujourd'hui, on fait comme l'avant-première, le lancement, mais vous n'avez pas accès, vous n'êtes pas en mesure de vous promener dans la plateforme, de naviguer dans les différentes pages, de faire des tests, de vous familiariser avec les différentes actions et fonctions de la plateforme. Le 1er avril, quand vous recevrez le lien, déjà, il y a une première étape qui vous sera demandée de faire la demande d'accès pour créer votre compte utilisateur. Et ben, dans les jours suivants, c'est ça, on vous encourage à c'est commencer à apprivoiser la nouvelle plateforme de gestion contractuelle, j'allais dire apprivoiser la bête, de manière à ce que le webinaire du 10, quand on va arriver avec des exemples concrets et des indications, des instructions, cliquez ici, vous allez ouvrir tel formulaire, vous aurez déjà, je dirais, acquis là, une certaine connaissance de la plateforme et vous allez vous retrouver plus facilement dans ce pas à pas. Ça va être plus utile pour vous d'avoir ces instructions-là après avoir eu l'occasion de naviguer dans la plateforme. Puis, ils ont combien de temps pour faire la demande de paiement? Parce que, tu sais, la plateforme va être accessible au 1er avril. Nous, on va avoir ils vont apprivoiser tout ça avec nous le 10 avril. Mais ils ont jusqu'à quand pour faire la demande de paiement? Alors, de manière très stricte, ce qui est prévu dans l'entente de partenariat, c'est que la période de déclaration commence à la fin d'un trimestre, donc à la fin du premier trimestre de 2025. Premier trimestre de 2025, c'est janvier, février, mars. Donc, la période de déclaration commence le 1er avril et l'entente prévoit un délai de 45 jours pour que l'organisme signataire réalise ou soumette sa déclaration à IEQ. Euh, on en est à notre première fois de part et d'autre de l'écran. Donc, il y a ce qui est écrit dans l'entente, puis évidemment, il y aura une certaine souplesse et flexibilité parce qu'on est conscient que c'est une première expérience, puis que les questions vont être plus nombreuses pour cette première déclaration parce qu'on c'est pas de la façon dont on voit les organismes signataires procéder, les organismes municipaux procédaient précédemment pour leur édition de compte dans le cadre du régime de compensation. Donc, on est conscient qu'il y a une période quand même de transition, mais de manière très stricte, le délai est de 45 jours, tel que prévu, selon ce que prévoit l'entente. D'accord. Est-ce que on va les organismes signataires dans leur déclaration, est-ce qu'ils vont devoir soumettre les factures ainsi que la preuve de paiement ou seulement la facture? En ce qui a trait aux pièces justificatives,
préfère ne pas entrer dans le détail parce que ça dépend vraiment de chacun des services. La plateforme va vous guider selon le service que vous déclarez et vous réclamez un montant pour le dit service. Vous allez voir la liste des pièces justificatives qui sont demandées. Lorsqu'il y a facture qui est une pièce justificative exigée, on ne demande pas la preuve de paiement. Euh, Quand on parle de facture, c'est vraiment la facture telle que vous l'avez reçue. D'accord. Puis est-ce que il va y avoir des formulaires disponibles aux OS pour qu'eux puissent transférer ça à leurs organismes municipaux pour aller chercher les informations requises? Oui, dans le centre de documentation, donc si vous vous rappelez le menu de gauche là, de navigation de la plateforme, le centre de documentation, c'est la dernière page de la plateforme. Dans le centre de documentation, puis rappelez-vous, il était vide, mais je vous ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des documents dans ce centre de documentation. Les documents qui seront là, vous pourrez, à titre d'organisme signataire, les télécharger et s'il y a lieu, s'il y a un besoin, effectivement, les transférer aux organismes municipaux qui sont inclus dans votre territoire d'application pour qu'ils complètent, s'il y a lieu, là, ces formulaires-là. Est-ce que les municipalités ne pourraient pas elles-mêmes effectuer leur demande de remboursement dans la plateforme? Négatif. L'entente, on parle ici d'une plateforme de gestion contractuelle entre les organismes signataires et EQ. L'organisme signataire, c'est une de ses responsabilités d'assurer cette reddition de compte. C'était aussi un des objectifs, hein, rappelez-vous, de EQ, de conclure des ententes avec des organismes signataires ou des organismes municipaux regroupés pour diminuer là, le nombre d'intervenants, là, entre autres dans le cadre de la reddition de comptes. D'accord, j'essaie de passer au travers là, l'ensemble des questions. Beaucoup de questions en lien avec la régie interne. Il y a même quelqu'un qui nous demande de définir ce qu'est la régie interne quand on parle de Ben, réclamation en lien avec la disons régie qu'on interne. parle du service de collecte et transport, un service qui est réalisé en régie interne, c'est quand le service est réalisé par des employés municipaux et des équipements de collecte, donc des camions de propriété municipale. Des fois, la régie interne, ça pourrait être l'organisme signataire lui-même. Par exemple, une MRC, si je reprends ma MRC des baies sauvages, si la MRC des baies sauvages a des employés et des camions de collecte pour desservir l'ensemble des municipalités du territoire d'application, ce service-là, il est offert en régie interne. Ce serait aussi considéré comme de la régie interne si sur le territoire d'application de la MRC des baies sauvages, il y avait une municipalité qui elle-même, se- avec ses employés municipaux et ses camions, faisait le service de collecte sur son territoire, ou si elle faisait le service sur son territoire et quelques municipalités voisines, c'est aussi de la régie interne. Du moment qu'on parle d'employés municipaux et d'équipements de collecte de propriété municipale. Est-ce qu'il y a un formulaire? Qu'est-ce qu'ils vont devoir déclarer en fait en lien avec la régie interne? Je pense qu'on va rentrer plus dans le détail Oui, c'est de ça, on ce sujet ira, prochain on, webinaire, mais juste donner on une le petite réponse. Il y a effectivement un formulaire, là, formulaire de déclaration des dépenses réelles, blablabla. Ce formulaire-là a d'ailleurs fait, avant là, que le formulaire soit lui-même disponible prochainement sur la plateforme, rappelez-vous, il y a une fiche d'information qui avait été produite, qui est disponible sur le site Internet des Q, puis qui avait été transmise aussi aux organismes municipaux, une fiche informative qui décrit somme toute le contenu et les éléments fondamentaux qui se retrouveront dans le formulaire de déclaration des dépenses pour les services rendus en régie interne. Par exemple, les types de dépenses admissibles et les dépenses non admissibles. C'est un sujet qui était couvert dans cette fiche-là. Sophie, il y a quelqu'un qui demande si les demandes de remboursement pour nos OS qui sont déjà rentrées dans la REP en 2024, pour ceux qui sont rentrés en 2024, est-ce que leur déclaration des derniers trimestres pourra être faite sur la nouvelle plateforme? En fait, les déclarations pour les organismes qui sont rentrés dans la REP en 2024, les services qui ont été offerts sous le chapeau de la REP avec l'entente EEQ doivent être déclarés à EEQ.
Ce sont des déclarations qui ne sont pas faites dans la plateforme, elles sont faites en parallèle, je dirais. Mais pour les organismes municipaux qui sont entrés dans la REP en 2024, mais que ce n'était pas au 1er janvier, donc qui sont entrés, par exemple, le 1er août 2024 dans la REP, elles devront déclarer à EEQ les coûts des services de août à décembre 2024 et déclarer dans le cadre du régime de compensation les coûts des services de janvier à juillet. Puis, autre question connexe, est donc l'ancienne plateforme pour la personnalisation des ententes, on n'y va plus, c'est terminé, c'est fermé et on n'utilise que la nouvelle plateforme maintenant ou il y a certains cas de figure à considérer? Ben, il y a certains cas de figure. Quand vous avez signé des ententes avec IEQ, ententes financières ou ententes de partenariat, on utilise la nouvelle plateforme qui vous a été présentée aujourd'hui. Si nous sommes en discussion et que vous êtes en train de compléter la plateforme formulaire préalable aux annexes de personnalisation, vous pouvez continuer à l'utiliser. Si il y a quelques cas, c'est rare, mais si on n'a pas encore commencé à discuter ensemble, mais à partir du moment où on va vous demander de rentrer des informations pour signer l'entente, vous allez entrer sur la plateforme qu'on appelle FPAP. Mais à partir du moment où une entente est signée, pour l'entente qui est signée, on va transiger dans la plateforme qui vous a été présentée ce matin. D'accord. Comment ça va fonctionner pour les déclarations trimestrielles? Est-ce que on va pouvoir déclarer un trimestre plus tard? Comment ça, les différents délais là, de déclaration? Mhm. Euh, euh, Encore une fois, dans le prochain webinaire, là, le 10 avril, on pourra vous montrer là, comment ça se présente, là, ce choix-là de trimestre ou de période visée quand on fait une déclaration des services. Euh, Par défaut, quand vous allez sélectionner, quand vous allez cliquer sur le bouton d'action, faire une nouvelle demande à IEQ, par défaut, le système va vous amener dans la période prévue. Alors, en fonction de la date la date, la date qui sera quand vous ferez votre demande, il va vous amener par défaut dans le trimestre. Alors, si on commençait déjà le 1er avril, là, c'est quelqu'un qui se connecte le 1er avril puis qui veut faire une demande de paiement, le système va l'amener à une déclaration pour le premier trimestre de 2025. L'utilisateur pourra manuellement changer le trimestre si sa demande de paiement concerne une autre période. Je dirais que l'élément clé pour répondre à la question, c'est le délai de soumission des demandes à IEQ et par conséquent, ou ce qui en découlera, le délai de traitement ou de paiement par IEQ suivant cette demande de paiement. Un organisme signataire qui soumet sa demande de paiement à IEQ dans les délais prescrits, c'est-à-dire dans les 45 jours suivant la fin d'un trimestre, si la déclaration est complète et conforme, IEQ est tenu de faire le paiement, c'est un engagement dans l'entente, tenu de faire le paiement dans un délai de 45 jours suivant la soumission par l'organisme signataire. Par contre, si l'organisme signataire soumet sa demande passée son 45 jours de délai de déclaration, ben, à ce moment-là, IEQ est tenu de faire le paiement, mais n'est plus tenu de respecter le délai de traitement de 45 jours pour faire le paiement. Puis, dernière petite précision, il y a un cas où un retard tellement grand de déclaration par l'organisme signataire mènerait à un non-paiement par EEQ. Ce qui est prévu dans l'entente, c'est si une déclaration arrive un an en retard par rapport au délai prévu dans l'entente. Alors, c'est un cas où, là, à ce moment-là, EEQ n'est pas tenu de payer pour cette demande de. Parfait, merci. On fait beaucoup référence, là, ne manquez pas le webinaire du 10 avril, mais il y a des gens qui nous demandent si ils sont pas disponibles pour le webinaire du 10 avril. N'ayez crainte, celui-ci sera comme tous les autres webinaires propulsés par Réseau Environnement, disponible et vous pourrez le réécouter en rediffusion.
Et aussi plusieurs organismes signataires qui sont rentrés dans la REP en 2024 et qui nous demandent à qui s'adresser pour leur déclaration 2024. Les organismes signataires concernés peuvent communiquer avec nous à l'adresse modernisation@eeq.ca et on leur transmettra les informations, des instructions là, valables pour justement les demandes de paiement pour 2024, comment on fonctionne à l'extérieur de la plateforme pour tout ce qui concerne 2024. La plateforme permettra la déclaration des services seulement à partir du premier trimestre de 2025 et suivant. Donc, Euh, communiquez avec nous par courriel, puis on assurera le suivi. Super, merci beaucoup. Question, peut-être Sophie, si tu veux amorcer la réponse et Marianne peut-être compléter. On nous demande si ils doivent faire la déclaration à Recyc Québec en juin 2025 pour toute l'année 2024 ou seulement pour la période avant la signature de l'entente. Puis le début du nouveau contrat, en fait, là, dans le cadre de la REP. Fait que peut-être venir démystifier là, les timelines là, en lien avec la déclaration Recyc Québec et la déclaration qu'ils devront faire également de notre côté chez Éco-entreprise Québec. Donc, il y a quelques organismes signataires d'entente avec IEQ qui sont, dont les services sous le chapeau de l'entente IEQ organisme ont débuté en 2024. Il y en a 11. Merci Marie-Hélène. Donc, l'explication s'applique à ces 11-là. La partie du service qui ne faisait pas l'objet de l'entente avec IEQ, donc l'ancien contrat qui est en vigueur jusqu'à sa date de fin et tout ça, doit être déclaré à Recyc Québec au mois de juin. À partir du moment où il y a un contrat ou un service qui est offert qui était prévu dans l'entente avec IEQ, ça fait partie des coûts que vous aurez à déclarer à IEQ. Marie-Hélène, est-ce que tu veux compléter? Désolée, on a un petit problème de son. La souris, pas juste les baies sauvages dans la MRC, il y a la souris sauvage. Elle gambadait sur les différents écrans hors de mon contrôle. Euh, oui, le complément que je pourrais fournir, c'est de regarder la date de transition qui est mentionnée dans votre entente de partenariat. Plus précisément, l'article 4.1 de l'entente de partenariat, vous allez voir la date de transition. Et c'est tout service rendu en matière de collecte sélective avant cette date de transition se fait en vertu, la réclamation se fera en vertu du régime de compensation et les contrats de collecte sélective qui auront commencé à la date de transition ou après la date de transition, ceux-là seront admissibles ou sont concernés par le remboursement par EEQ dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs. Décidément, la régie interne interpelle beaucoup d'OS. On vous invite peut-être à aller consulter la fiche qui est déjà accessible sur notre site internet de eeq.ca. Vous allez trouver dans les outils au niveau des organismes municipaux une fiche qui va vous donner déjà une bonne idée des différents postes de dépenses là, qui seront compris, admissibles là, et prévus au formulaire qu'on verra plus en détail ultérieurement. Il y a des gens qui nous demandent si jamais il y avait des éléments comme par exemple peut-être un service de collecte des lieux publics extérieurs en régie interne qui auraient omis de en faire mention dans leur annexe de personnalisation de l'entente. Est-ce que ça va être possible d'ajuster le tir et d'ajouter ça dans la plateforme? Oui, c'est une des raisons pour laquelle dans les différentes pages, on avait une action qui était faire un ajout
ou faire une modification. Donc, par l'entremise de ces demandes-là d'ajout et de modification, ben, vous pouvez nous informer justement d'oubli ou d'erreurs. On est conscient aussi que lorsqu'ont été remplis les formulaires préalables aux annexes de personnalisation, c'était aussi une nouvelle façon de présenter l'information. Donc, les fonctions ont été prévues à cet effet-là dans la plateforme, sachant que dans les premiers, je dirais, mois suivant le déploiement de la plateforme, il pourra y avoir certains ajustements, là. À un moment donné, ça va devenir plutôt stable, mais c'est justement pour ça qu'on a prévu des actions et fonctions en ce sens sur la plateforme. D'accord. Est-ce que la reddition de comptes que les organismes signataires vont faire sur la plateforme de EEQ devra être auditée? Contrairement aux déclarations dans le cadre du régime de compensation, là où les organismes municipaux doivent faire auditer là, leur déclaration, les déclarations faites sur la plateforme de gestion contractuelle de EEQ n'ont pas été auditées par les organismes signataires. EEQ, dans le cadre de l'entente, par contre, se réserve le droit ou la possibilité de faire réaliser des audits à sa demande par un auditeur externe. Donc, ce n'est pas une responsabilité de l'organisme municipal, c'est un levier dont peut profiter ou utiliser Éco-entreprise Québec. Et Éco-entreprise Québec assumera à ce moment-là les frais si décide là, de procéder à de telles vérifications. Euh, Seul, je dirais peut-être précision ou bémol. Entre autres, pour ceux qui iront consulter la fiche sur la déclaration des services en régie interne, vous constaterez qu'il y a plusieurs éléments qui reposent sur des montants inscrits aux états financiers de votre organisme municipal. Donc, là, quand on parle des états financiers, ben, là, vous êtes ça va au-delà là, de ce qui est prévu dans l'entente de partenariat. Les états financiers doivent être vérifiés par des auditeurs. Comment ça va fonctionner, la communication à travers la plateforme entre les organismes signataires et nous? Par exemple, est-ce que, ils vont recevoir des notifications courriels quand il y a un dépôt, euh, une information là, partagée sur la plateforme? Il y a essentiellement deux façons qu'EQ peut, je peux me permettre de pousser là, de l'information sur la plateforme. Il y a la page communication de EEQ. Alors, où là, EEQ pourrait envoyer des communications comme massives, un peu comme on le fait présentement via courriel quand on vous achemine de l'information là, d'intérêt général. On va le faire par courriel justement le 1er avril pour vous envoyer le lien vers la plateforme, qu'on pourrait utiliser cette page-là pour pousser de l'information. Quand il y a de l'information, une communication qui est poussée par EEQ dans la section communication de EEQ, il y a une notification qui est effectivement envoyée par courriel aux personnes ressources identifiées à l'entente. L'autre façon qu'EQ peut communiquer directement avec les utilisateurs, c'est à l'intérieur de chacune des demandes. Par exemple, un utilisateur fait une demande pour ajouter un lieu public extérieur. Rappelez-vous, il y a les petits boutons d'action à droite où on peut faire afficher les détails. Et dans les détails de la demande, EQ peut écrire des commentaires. Alors, demander directement, là, on va s'adresser à l'utilisateur qui a fait la demande en question. On pourrait demander des informations supplémentaires. Oui, très bien. Le lieu dont vous parlez il correspond à quoi? Bon, je ne sais pas quelle question on pourrait vous poser. Là aussi, si on communique avec vous à travers une demande spécifique, il y aura une notification qui sera envoyée par courriel. Dans ce cas-là, la notification sera envoyée seulement à l'utilisateur qui a fait la demande et non pas à toutes les personnes ressources de l'entente. Donc, ils vont recevoir des notifications, pas besoin là, d'aller frénétiquement, continuellement se brancher sur la plateforme pour voir s'il y a eu une nouveauté ou de l'activité ou une action requise de leur part. C'est exact. Il y a une notification qui est envoyée quand de l'information ou des commentaires sont poussés par EEQ. Il y a une notification aussi qui sera envoyée quand une demande change de statut.
Un premier courriel vous informe que la demande a bien été reçue par EEQ. Puis là, cette notification-là va informer seulement l'utilisateur qui a fait la demande. Quand la demande sera en traitement par EEQ, l'utilisateur sera avisé. Donc, c'est une façon aussi de suivre l'avancement de la demande. Évidemment, l'utilisateur peut le regarder à même la plateforme parce que le statut change là. Dans la table du bas, vous avez la liste des demandes, puis vous pouvez voir les statuts. Alors, vous pouvez le consulter directement à même la plateforme dans la page correspondante à votre demande, ou sinon, vous allez recevoir, l'utilisateur recevra des notifications correspondantes. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous demande à savoir au niveau de la demande trimestrielle soumise, si donc dès cette première demande pour le premier trimestre, est-ce qu'ils devront fournir des pièces justificatives en lien avec les compensations prévues à l'annexe H de l'entente? Non, les compensations, puis là, si on parle d'entente de partenariat, là, parce que compensation apparaît aussi dans les ententes financières, mais concentrons-nous sur les ententes de partenariat, puisqu'on fait référence à l'annexe H ici. Les compensations financières sont versées ou sont calculées en fin d'année. Donc, la déclaration que feront les organismes signataires, à savoir si oui ou non chacun des services ou des items visés par des compensations ont été réalisés, se fera en fin d'année. Donc, dans le cadre de la première reddition de compte pour les services rendus au premier trimestre de 2025, vous ne serez pas appelé à faire cette déclaration-là. D'accord. On a des questions aussi en lien avec le délai avec lequel l'IEQ s'engage à traiter les demandes puis procéder au remboursement. Et à savoir également ben, si ils font à travers leur demande trimestrielle qui est soumise, si c'est possible d'apporter des modifications dans le délai de 45 jours et si oui, ben, de quelle façon ça va impacter le délai de traitement, si ça rallonge le délai de remboursement par IEQ. C'est pas là évident de répondre à cette question. Ça dépend, je dirais, la nature là, de la modification. Le délai de 45 jours de traitement par EEQ tient quand une demande est complète et conforme. Alors là, ce serait un petit peu aventureux de répondre à ça parce que il n'y a pas d'exemple là, de modification ou précisément de quel genre de modification il s'agit, là. Donc, ça, je pense qu'on va aussi le développer, là, la façon de faire à l'interne, puis quel type de modification ou de question entraîne ou pas là, une prolongation du délai de traitement par EEQ. À suivre, je dirais. Puis pour ceux qui ont une déclaration à faire en 2024, là, la douzaine-ish d'OS en 2024, pour ce qui est de la déclaration justement en lien avec la compensation de l'annexe H de l'entente de partenariat, ils vont pouvoir le faire dans le cadre de leur dernière déclaration, dernier trimestre. Oui, mais ça va se faire hors plateforme. Tout ce qui concerne les quelques organismes signataires qui étaient sous entente avec EEQ en 2024 se gère, je dirais, à côté, en parallèle de la plateforme. Donc, ça s'en vient. Là, on va vous revenir rapidement au sujet des compensations de fin d'année pour l'année 2024, lorsque ça s'applique. Super. Je pense qu'on a déjà dépassé un petit peu notre temps, Iris, si je ne me trompe pas. Euh, on a quand même fait un bon survol là, de différentes questions. Puis, ben, on vous invite tous à vous rebrancher le 10 avril. Et si c'est pas possible, vous n'êtes pas disponible, ben, vous aurez accès à la rediffusion. Beaucoup d'informations supplémentaires, complémentaires seront partagées à ce moment-là. Et on aura encore l'opportunité d'avoir une belle période de questions pour répondre à vos interrogations. Oui, ben, un petit mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Hélène, Sophie et Kathleen pour votre présentation aujourd'hui. Merci aussi aux participants pour votre présence. Donc, vous recevrez, comme à l'habitude, une infolettre quelques jours après le webinaire, là, vous indiquant que l'enregistrement est disponible sur notre site web. Alors, prochain rendez-vous le 10 avril pour la plateforme. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.